Réveille le lion en toi. Produit et lu par Livre Académie. Introduction. Il y a une image qui me hante depuis des années. Celle d'un lion en cage dans un zoo. Pas un lion malade, pas un lion blessé. Un lion en parfaite santé, avec toute sa puissance intacte, tous ses instincts vivants, toute sa force préservée. Mais qui tourne en rond, qui fait les mêmes allers-retours depuis si longtemps qu'il ne sait même plus qu'il tourne en rond. Qui a oublié ce que c'est que de chasser, qui a oublié ce que c'est que de rugir pour de vrai, qui a oublié qu'il est un lion. Cette image, elle me hante parce que j'y reconnais quelque chose. Pas un animal, un être humain. Peut être toi, peut être moi à une certaine époque. Quelqu'un qui a toute la puissance nécessaire pour vivre pleinement et qui tourne en rond dans la cage confortable que les circonstances ou lui-même ont construite autour de lui. Mais voilà, ce qui me frappe le plus dans cette image, ce n'est pas la cage. La cage, on peut la comprendre, on peut l'expliquer. Elle a été construite par d'autres, dans un contexte particulier, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le bien, être du lion. Non. Ce qui me frappe le plus, c'est le moment où la cage disparaît. Ce moment documenté, observé, réel, où des gardiens ouvrent la porte d'une cage et où le lion ne sort pas, où il reste à l'intérieur, pas parce qu'il est attaché, pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il a tellement longtemps vécu avec les barreaux qu'il a fini par croire que les barreaux étaient la réalité, qu'au-delà des barreaux, il n'y avait rien pour lui, que la cage était sa vie et que sa vie était la cage. Ce lion-là n'a pas besoin qu'on lui retire ses chaînes. Il n'en a plus. Il a juste besoin de se souvenir de qui il est. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? La cage que tu n'as pas choisie est celle que tu as construite toi-même. Je vais te parler de deux types de cages, parce qu'il y en a deux, et confondre les deux est une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses que font les gens qui cherchent à changer leur vie. La première cage, c'est celle qu'on t'a construite. Ton éducation, ton environnement, les messages reçus depuis l'enfance sur ce que tu vaux, sur ce que tu mérites, sur ce qui est possible pour quelqu'un comme toi. Les peurs héritées de ceux qui t'ont élevé et qui t'ont transmis, avec leurs meilleures intentions du monde, leurs propres limitations comme si c'étaient des vérités universelles. Cette cage-là, tu ne l'as pas choisie. Tu y es entré avant d'avoir les mots pour la décrire ou le recul pour la voir. Et pendant longtemps, tu n'as même pas su qu'elle était là. Elle faisait simplement partie du paysage, comme le font toutes les prisons qu'on connaît depuis assez longtemps. La deuxième cage, c'est celle que tu as construite toi-même, avec le temps, avec les expériences, avec les échecs mal digérés qui sont devenus des certitudes sur tes limites, avec les douleurs évitées qui sont devenues des territoires interdits, avec les compromis successifs qui, accumulés sur des années, ont dessiné les contours d'une vie de plus en plus petite, de plus en plus sûre, de plus en plus éloignée de ce que tu es vraiment capable d'être. Cette cage-là, tu y as contribué. Pas par stupidité, pas par lâcheté, par survie, parce que chaque barreau que tu as ajouté avait une raison à l'époque. Protéger quelque chose, éviter une douleur, maintenir une relation, garder une sécurité. Et ces raisons étaient réelles et valables dans leur contexte. Mais le contexte a changé, toi tu as changé, et les barreaux, eux, sont restés. Ce livre parle des deux cages, mais surtout de la deuxième. Parce que la première, on ne peut pas toujours la démolir, on peut seulement choisir de ne plus la laisser définir ce qu'on fait aujourd'hui. La deuxième, en revanche celle qu'on a construite soi-même, on peut la défaire, barreau par barreau, choix par choix, décision par décision. Et c'est précisément ce qu'on va faire ensemble dans ces pages. Ce soir dans le parking, je vais te raconter quelque chose que je n'oublierai jamais. Une scène simple, banale en apparence, mais qui a été pour moi le déclencheur de tout ce qui a suivi. C'était un soir ordinaire, une réunion ordinaire.
Le genre de réunion qu'on a des dizaines de fois dans une vie professionnelle sans qu'aucune ne laisse vraiment de traces. Sauf que celle-là en a laissé une. Mon responsable parlait. Il exposait des idées qui étaient en réalité les miennes, que j'avais partagées avec lui quelques jours plus tôt, dans un couloir, que j'avais développées, nourries, affinées pendant des semaines. Et il les présentait comme si elles venaient de lui, sans me citer, sans me regarder, sans même sembler se souvenir que c'était moi qui les avais eues. Et autour de la table, mes collègues hochaient la tête avec admiration. Et moi j'étais assis là, à cette même table, à sourire, à hocher la tête aussi, à ne rien dire. J'aurais pu parler. J'en avais le droit, j'en avais les mots, j'en avais la légitimité totale, mais je n'ai rien dit, parce que c'était plus confortable de ne rien dire. Parce que créer un conflit me semblait plus risqué que d'avaler l'injustice. Parce que quelque part, dans une partie profonde et honteux de moi-même, je n'étais pas sûr de mériter de prendre ma place. Et cette incertitude-là, cette hésitation d'une fraction de seconde qui s'est étirée en un silence de toute la réunion, cette incertitude était le signe le plus clair que quelque chose n'allait pas. Pas chez mon responsable, chez moi, dans la façon dont je me voyais, dans la façon dont je m'autorisais à exister dans le monde. 1 heure plus tard, dans ma voiture garée dans le parking souterrain, j'ai frappé le volant, fort. Plusieurs fois, pas de colère contre lui. De colère contre moi, contre ce silence, contre cette habitude du silence, contre toutes les fois où j'avais avalé quelque chose qui méritait d'être craché. Et dans ce parking, dans cette voiture, dans ce silence qui suivait ma colère, j'ai entendu quelque chose, une voix, pas une voix mystique ou divine, la mienne, celle que j'étouffe depuis trop longtemps. Et elle disait quelque chose de simple, de direct, d'irrévocable. Elle disait « assez ». Subir le mot qu'on n'ose pas prononcer. Il y a un mot que les gens évitent. Pas parce qu'il est vulgaire ou choquant, parce qu'il est vrai. Et la vérité, quand elle touche quelque chose d'aussi intime que la façon dont on vit sa propre vie, peut faire très mal. Ce mot, c'est subir. Subir sa vie. Subir ses relations. Subir son travail. Subir les décisions des autres. Subir le regard des autres, subir ses propres peurs. Subir, 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 avec le sourire, avec la politesse, avec cette façade de quelqu'un qui gère alors qu'en dedans quelque chose hurle depuis des années qu'il y a une autre façon de vivre. Est-ce que tu subis ? Je te pose la question directement, sans détour, parce que c'est le cœur de tout ce qu'on va traverser ensemble dans ce livre. Pas subir au sens dramatique du terme, pas nécessairement une vie de souffrance intense et visible. Subir au sens quotidien, silencieux, insidieux. Ces petites capitulations répétées qui, individuellement, semblent anodines, mais qui, accumulées sur des mois et des années, dessinent le portrait d'une personne qui ne vit pas, qui survit. Ces moments où tu avales, ce que tu devrais exprimer. Ces opportunités que tu laisses passer parce que la peur est plus forte que le désir. Ces opinions que tu gardes pour toi parce que l'approbation des autres te semble plus précieuse que ta propre vérité. Ces rêves que tu as mis dans un tiroir en te disant que c'était pour plus tard, et plus tard n'arrive jamais. Si tu reconnais quelque chose là, dedans même une partie, même vaguement, même avec l'envie de te dire que c'est moins grave que ça en a l'air alors, tu es au bon endroit. Parce que ce livre n'est pas pour ceux qui ont tout résolu. Il est pour ceux qui ont assez vécu à genoux et qui commencent à se demander à quoi ça ressemblerait de se lever. Le lion n'est pas mort, il dort. Voici ce que je veux que tu comprennes avant de tourner la première page de ce livre, avant même de commencer. Parce que si tu ne comprends pas ça, rien de ce qui suit n'aura le même sens. Le lion en toi n'est pas mort. Il n'a jamais été mort. La puissance que tu cherches, cette force que tu envies chez certains, cette façon d'être dans le monde avec solidité et clarté et courage, elle n'est pas quelque chose que tu dois construire de zéro. Elle est quelque chose que tu dois réveiller. Et cette nuance change absolument tout.
Construire quelque chose de zéro, ça demande des ressources que tu n'as peu, être pas encore. Ça demande du temps, des conditions particulières, des circonstances favorables. Ça peut sembler inaccessible quand tu es épuisé, quand tu doutes, quand les barreaux de la cage te semblent plus solides que jamais. Mais réveiller quelque chose qui dort ça, c'est possible maintenant. Avec ce que tu as, là où tu es, tel que tu es. Parce que le lion est déjà là. Il attend juste que tu lui donnes la permission de se lever. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vu chez des dizaines de personnes qui pensaient être irrémédiablement timides, définitivement effacées, constitutivement incapables de prendre leur place et qui ont découvert, avec de la patience et du courage et les bons outils, qu'elles portaient en elles une puissance qu'elles n'avaient jamais vraiment laissé s'exprimer. Pas toutes de la même façon, pas toutes avec le même résultat spectaculaire ou visible de l'extérieur, mais toutes avec ce même sentiment profond et irremplaçable d'être enfin debout dans leur propre vie, d'être enfin elles-mêmes pleinement, honnêtement, courageusement elles-mêmes. C'est ça que je veux pour toi. Ce que tu vas trouver dans ces pages, ce livre est court. Intentionnellement. Pas parce que le sujet ne mérite pas de développement, il en mériterait des milliers de pages. Mais parce que j'ai appris quelque chose d'important sur les livres de développement personnel et sur la façon dont les gens les lisent vraiment. Les livres trop longs se lisent à moitié. Les concepts trop nombreux se noient les uns dans les autres. Les outils trop complexes ne sont jamais utilisés. Et à la fin, le lecteur referme le livre avec le sentiment vague d'avoir absorbé quelque chose d'intéressant, mais sans que sa vie ait vraiment bougé d'un centimètre. Ce livre-là, je l'ai conçu différemment. Chaque chapitre est une clé. Une seule clé, précise, concrète, utilisable immédiatement. Pas de remplissage, pas de répétition confortable, pas de théorie sans application. Juste l'essentiel vrai, le dense, le transformateur. Dans le premier chapitre, on va parler de la peur, pas de façon abstraite, de ta peur à toi, celle qui te retient, celle qui se déguise en sagesse et en prudence pour mieux t'empêcher d'avancer. On va la regarder en face, la nommer et comprendre pourquoi elle gouverne ta vie depuis si longtemps et comment cesser de lui obéir. Dans le deuxième chapitre, on va parler de la voix. Cette voix intérieure que tu as progressivement réduite au silence à force de compromis, de capitulation, de c'est pas grave accumulé. On va la retrouver, on va lui redonner sa place. On va apprendre à l'écouter avant d'écouter tout le reste. Dans le troisième chapitre, on va parler de la puissance. Pas la puissance telle que la culture populaire la définit l'argent, la domination, la visibilité, la vraie puissance. Celle qui vient de l'intérieur, celle qui ne dépend pas de l'approbation des autres ni des circonstances extérieures, celle qui reste même quand tout s'effondre autour. Dans le quatrième chapitre, on va parler de l'action. Parce qu'un lion qui ne chasse pas n'est pas un lion, c'est une statue. On va parler de comment passer de la compréhension à l'incarnation, de comment transformer ce que tu sais en ce que tu fais, de comment faire de l'audace une habitude plutôt qu'un accident. Et dans le cinquième chapitre, on va parler du rugissement. Cette façon d'occuper pleinement ta place dans le monde, dans tes relations, dans ton travail, dans chaque espace de ta vie, sans t'excuser de le faire, sans te rapetisser, sans attendre la permission. Avec tout ce que tu es, enfin, libre de s'exprimer. Un pacte encore une fois. Je t'ai déjà fait un pacte dans un autre livre. Je vais t'en faire un nouveau, différent, adapté à ce que nous allons traverser ensemble ici. Ce livre va te demander du courage. Pas le courage spectaculaire. Le courage ordinaire et quotidien de te regarder honnêtement, de reconnaître les endroits où tu as abdiqué et de décider vraiment décider, pas juste espérer que ça va changer. En échange, je m'engage à ne jamais te juger, à ne jamais parler depuis un piédestal, à partager le chemin tel qu'il est vraiment, avec ses aspérités, ses rechutes, ses moments de doute et ses moments de grâce.
à être aussi honnête avec toi que j'aurais voulu que quelqu'un le soit avec moi quand j'en avais le plus besoin. Il y a une chose que je veux que tu fasses avant de tourner cette page. Juste une. Ferme les yeux, une seconde. Et rappelle-toi un seul où tu as senti le lion, où tu as pris ta place, où tu as dit ce qui était vrai, où tu as avancé malgré la peur, où tu as été pleinement, courageusement toi-même. Ce moment existe. Il existe chez tout le monde. Même enfoui, même lointain, même fugace, il existe. Rappelle-toi ce que ça faisait, cette chaleur dans la poitrine, cette clarté dans la tête, ce sentiment d'être exactement là où tu devais être, exactement qui tu devais être. Ce sentiment-là, c'est le lion, c'est lui, et il attend de revenir. Ce parking souterrain, cette colère contre le volant, ce assez, prononcé dans le silence d'une voiture, c'est là que tout a commencé pour moi. Pas dans un moment de grâce ou de révélation divine, dans un moment de ras-le-bol total et honnête. Et si tu es en train de lire ces lignes, c'est peu, être que toi aussi tu as eu ton parking, ou que tu le sens venir, ou que tu es prêt enfin, prêt à ne plus attendre qu'il arrive pour décider de changer. Le lion se réveille, chapitre par chapitre, choix par choix, pas par pas. Chapitre numéro 1. La peur, ton gardien le plus fidèle. Il y a un ennemi que tu connais intimement, un ennemi qui vit avec toi depuis si longtemps qu'il est devenu une partie du mobilier. Tu ne le remarques plus vraiment. Tu t'es habitué à sa présence, à sa voix, à la façon qu'il a de s'inviter dans chacune de tes décisions importantes, sans jamais se présenter clairement. Cet ennemi, il ne crie pas, il murmure. Il ne te bloque pas frontalement, ce serait trop visible, trop facile à identifier et à combattre. Non, il est bien plus subtil que ça. Il te suggère, il te conseille. Il t'explique avec une logique impeccable pourquoi maintenant ce n'est pas le bon moment, pourquoi tu n'es pas encore prêt, pourquoi le risque est trop grand, pourquoi les autres ont peu, être raison de douter. Il porte des noms d'emprunts très respectables. La prudence, le réalisme, la sagesse, la responsabilité. Et sous ces noms-là, il fait son travail depuis des années avec une efficacité remarquable. Il t'a maintenu en cage, proprement, confortablement, sans que tu te rendes vraiment compte que c'était lui qui tenait les barreaux. Cet ennemi, tu l'as reconnu, c'est la peur. La peur n'est pas ton ennemi, sa dictature leste. Je veux être précis sur quelque chose dès le début de ce chapitre parce que la nuance est importante. La peur en elle-même n'est pas un problème. C'est un mécanisme de survie fondamental, ancien comme l'humanité, inscrit dans ton système nerveux pour te protéger des dangers réels. Quand tu traverses une rue et qu'une voiture arrive à toute vitesse, c'est la peur qui fait que ton corps réagit avant même que ton cerveau conscient ait eu le temps de traiter l'information. Cette peur-là est précieuse, elle te maintient en vie. Elle est une alliée. Le problème n'est pas la peur. Le problème est quand la peur dépasse son mandat, quand elle quitte le territoire du danger réel pour envahir celui du danger imaginaire. Quand elle commence à sonner l'alarme non plus face à des menaces physiques, mais face à des opportunités, des changements, des prises de risques émotionnelles ou sociales ou professionnelles. Quand elle te dit que prendre la parole en réunion est aussi dangereux que traverser cette rue sous les roues d'une voiture. Quand elle traite une conversation difficile avec la même urgence qu'une situation de survie. Quand elle fait de l'inconfort une menace et de la nouveauté un péril. C'est là que la peur cesse d'être une alliée et devient une geôlière. Et c'est là que le lion commence à tourner en rond dans sa cage. Les trois visages de ta peur. La peur que tu portes ne se présente jamais vraiment sous son vrai nom. Si elle disait simplement « j'ai peur », tu pourrais la regarder en face, l'évaluer, décider si elle est justifiée ou non, mais elle est bien trop intelligente pour ça. Elle a appris, au fil des années, à se déguiser, à prendre des formes acceptables, raisonnables, même admirables parfois. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si difficile à déloger,
Voilà ses 3 déguisements préférés. Le premier déguisement, c'est la procrastination. Tu remettras plus tard ce qui te fait peur maintenant. Pas consciemment, personne ne se dit « je reporte parce que j'ai peur ». Tu te dis que tu n'es pas encore prêt, que tu dois encore te préparer, encore te former, encore accumuler un peu plus de légitimité avant de te lancer. Et pendant ce temps, la vie passe, les opportunités se ferment. Et la peur, elle, a gagné sans même avoir à se montrer. La procrastination n'est presque jamais un problème de gestion du temps, c'est presque toujours un problème de gestion de la peur. Le deuxième déguisement, c'est le perfectionnisme. Cette exigence excessive envers toi-même qui ressemble à de l'ambition et qui est en réalité une stratégie d'évitement sophistiquée. Si ce n'est pas parfait, tu ne le montres pas. Si tu n'es pas certain du résultat, tu ne commences pas. Si tu risques de faire moins bien que ce que tu imagines dans ta tête, tu préfères ne pas essayer. Le perfectionnisme te protège de l'échec en te garantissant que tu n'essaieras jamais vraiment. C'est une cage dorée, elle brille, elle a l'air noble, mais c'est une cage quand même. Le troisième déguisement, c'est le besoin d'approbation. Cette dépendance au regard des autres qui te fait moduler chaque décision, chaque prise de parole, chaque choix en fonction de ce qu'ils vont en penser. Tu ne fais pas ce qui est juste pour toi, tu fais ce qui sera bien reçu. Tu ne dis pas ce que tu penses vraiment, tu dis ce qui ne créera pas de conflit. Tu ne vis pas ta vie, tu joues un rôle dans la vie que les autres ont imaginé pour toi. Et tu appelles ça de la sensibilité, de l'empathie, de la considération pour les autres. Parfois c'est vrai. Souvent c'est de la peur habillée en vertu sociale, ma peur à moi la plus honteuse. Je vais te raconter quelque chose. Une peur que j'ai portée longtemps, sans jamais la nommer vraiment. Une peur que j'avais rationalisée sous des dizaines de justifications différentes pour ne pas avoir à la regarder en face. Ma peur la plus profonde n'était pas l'échec. Beaucoup de gens ont peur d'échouer, c'est une peur avouable, presque valorisée dans certains cercles. Non, ma peur la plus profonde était presque l'inverse. J'avais peur de réussir, peur de prendre trop de place, peur que si je me montrais vraiment, si je donnais tout ce que j'avais, si je rugissais avec toute ma puissance, les gens me regarderaient différemment, m'envieraient, me rejetteraient, que le succès me coûterait des relations, de l'appartenance, de l'amour. Alors je restais légèrement en dessous de mon plein potentiel, toujours compétent, mais jamais brillant, toujours présent, mais jamais envahissant, toujours là, mais jamais pleinement là. C'est une peur que peu de gens admettent parce qu'elle semble absurde de l'extérieur. Qui aurait peur de réussir? Mais elle est réelle, et elle est répandue, et elle a maintenu plus de lions en cage que n'importe quelle autre peur que je connaisse, parce qu'elle s'attaque non pas à ce qu'on fait, mais à ce qu'on est. Elle dit, si tu te montres vraiment, tu seras trop grand, trop fort, trop visible. Et être trop, dans une société qui valorise la modestie et la conformité, c'est risquer d'être seul. Et la solitude même imaginaire, même hypothétique, fait peur à presque tout le monde. Nommer la peur pour lui retirer son pouvoir. Voilà un des outils les plus simples et les plus puissants que je connaisse pour commencer à défaire l'emprise de la peur. Le nommer. Précisément, sans euphémisme et sans généralisation. Pas « j'ai peur », trop vague pour être utile. Pas « je suis anxieux », trop médical, trop distant, trop éloigné de la réalité concrète de ce qui se passe. Non, quelque chose de précis. J'ai peur que si je dis ce que je pense vraiment dans cette réunion, mon responsable me voie comme une menace et me mette à l'écart. J'ai peur que si je lance ce projet, il échoue et que les gens qui croyaient en moi soient déçus. J'ai peur que si je quitte cette relation qui ne me convient plus, je reste seul et que ça prouve que je ne mérite pas mieux. Quand tu nommes la peur avec cette précision-là, quelque chose d'intéressant se passe.
Elle devient réelle et donc évaluable. Avant d'être nommée, elle est partout et nulle part une brume qui colore tout sans avoir de forme précise. Une fois nommée, elle a une forme. Et quelque chose qui a une forme peut être examiné, peut être questionné, peut être confronté à la réalité. Est-ce que cette peur est proportionnée à la menace réelle? Est-ce que le scénario catastrophe qu'elle prédit est vraiment probable? Ou est-ce que c'est le pire cas possible habillé en probabilité certaine? Est-ce que tu as déjà survécu à ce que tu redoutes? Et si ça arrivait vraiment, concrètement, est-ce que tu serais capable de le traverser? La réponse, presque toujours, est oui. Pas facilement, pas sans douleur, mais oui. Et cette réalisation que tu survivrais à ce que tu redoutes le plus est une des choses les plus libératrices qu'un être humain puisse expérimenter. Agir avec la peur pas après. Je veux finir ce chapitre avec quelque chose de crucial que la plupart des livres de développement personnel ratent complètement. Ils te disent de vaincre ta peur, de la surmonter, de t'en débarrasser. Comme si la peur était un obstacle à éliminer avant de pouvoir avancer. Et ça, c'est à la fois faux et contre-productif. Faux parce que la peur ne disparaît jamais complètement, elle fait partie de l'expérience humaine et prétendre qu'on peut s'en débarrasser définitivement est un mensonge qui décourage ceux qui la ressentent encore. Après avoir tout essayé, contre-productif parce que ça t'installe dans une posture d'attente, j'agirai quand je n'aurai plus peur, qui peut durer toute une vie. La vraie compétence, celle que les lions développent, celle qui distingue ceux qui avancent de ceux qui restent en cage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir avec la peur. De sentir la peur, de la reconnaître, de lui dire « je t'ai vu, je sais que tu es là » et d'avancer quand même, pas en l'ignorant, en la portant, comme on porte un poids lourd sur un chemin qu'on a choisi de prendre. Le poids est réel, la difficulté est réelle, mais le chemin aussi est réel, et chaque pas fait avec la peur te prouve quelque chose d'essentiel sur toi-même, que tu es plus grand qu'elle, que tu peux choisir ton comportement indépendamment de ce que tu ressens, que le lion en toi est capable de marcher même quand ses pattes tremblent. Ce soir dans le parking, quand j'ai dit assez, j'avais peur, peur des conséquences, peur du changement, peur de ce que ça allait coûter de décider de ne plus subir. La peur était là, entière, réelle, mais quelque chose d'autre était là aussi, quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus vrai. La certitude que continuer comme avant coûterait encore plus cher. Et c'est ça, en fin de compte, la décision que le lion fait, pas de ne plus avoir peur, de décider que ce qu'il y a de l'autre côté de la peur vaut le prix de la traversée. La peur sera toujours là. La question n'est pas de savoir si tu la ressentiras. La question est de savoir si tu la laisseras décider à ta place. Dans le prochain chapitre, on va parler de cette voix en toi que la peur a progressivement réduite au silence. Il est temps de la retrouver. Chapitre numéro 2. La voix, celle que tu as appris à faire taire. Il y a un moment précis dans la vie de presque tout le monde où quelque chose change. Pas un grand événement, pas un traumatisme visible. Juste un moment ordinaire, souvent très tôt dans l'enfance, où tu as dit quelque chose de vrai, quelque chose qui venait vraiment de toi, de tes tripes, que de ta perception honnête du monde, et où la réaction de l'environnement t'a appris que cette vérité, là n'était pas la bienvenue. Peu, être qu'on t'a ri au nez. Peu, être qu'on t'a dit que tu exagérais. Peu, être qu'un silence gêné a suffi, ou un regard désapprobateur, ou une phrase anodine qui t'a néanmoins transpercé comme une lame. Et ton cerveau, ce cerveau d'enfant extraordinairement sensible aux signaux sociaux, extraordinairement dépendant de l'approbation de ceux qui te nourrissent et te protègent, a enregistré l'information avec une précision redoutable. Message reçu. Cette voix-là dérange. Cette voix-là coûte quelque chose. Cette voix-là, il vaut mieux la garder pour soi. Et tu as commencé à la baisser, progressivement, imperceptiblement. Un compromis après l'autre,
un silence après l'autre, une vérité ravalée après l'autre, jusqu'au jour où tu t'es retrouvé adulte, fonctionnel, socialement intégré et incapable d'entendre clairement ce que tu penses vraiment, ce que tu veux vraiment, ce que tu es vraiment. Pas parce que cette voix a disparu. Elle n'a pas disparu. Elle est juste devenue si basse, si habituée à être ignorée, si conditionnée à se taire qu'il faut maintenant faire un effort actif et délibéré pour l'entendre à nouveau. Ce chapitre est sur cet effort-là. Le bruit que tu appelles ta vie. Avant de retrouver ta voix, il faut comprendre pourquoi tu ne l'entends plus. Et la réponse est simple, presque brutale dans sa simplicité, parce que tu ne t'es pas donné les conditions pour l'entendre. Parce que ta vie est remplie d'un bruit constant, permanent, soigneusement entretenu, qui couvre tout le reste. Ce bruit, tu le connais. Les notifications qui arrivent à toute heure. La musique dans les écouteurs dès que tu es seul. La série lancée automatiquement le soir pour ne pas rester face à toi-même. Les conversations sans fin sur des sujets sans importance qui remplissent les espaces vides. La liste de choses à faire qui occupe ton mental chaque instant disponible. Ce bruit n'est pas anodin, il est fonctionnel. Il remplit précisément le vide que ta voix intérieure occuperait si tu lui en laissais la place. Et tu continues à le produire pas toujours consciemment parce que ta voix intérieure a des choses à dire que tu n'es pas encore sûr de vouloir entendre. Voilà la vérité inconfortable que je dois te dire dès maintenant. Le silence fait peur. Pas parce qu'il est vide, parce qu'il est plein. Plein de tout ce que tu as mis de côté, de tout ce que tu n'as pas encore traité, de toutes les vérités que le bruit du quotidien recouvre avec une efficacité parfaite. Et retrouver ta voix implique de faire ce silence, pas pendant des heures, pas dans un monastère tibétain, juste assez longtemps pour que ce qui est là puisse remonter à la surface. Et ça, aussi simple que ça paraisse, demande un courage que beaucoup de gens n'ont jamais vraiment eu. Comment j'ai retrouvé la mienne ? Après ce soir dans le parking, j'ai pris une décision qui m'a semblé dérisoire sur le moment et qui s'est révélée être une des plus importantes de ma vie. J'ai décidé de marcher, chaque matin. 30 minutes, sans téléphone, sans musique, sans podcast, juste moi, le chemin et tout ce qui voulait bien remonter. Les premiers matins ont été inconfortables d'une façon que je n'avais pas anticipée. Mon mental se rebellait. Il cherchait quelque chose à faire, à résoudre, à planifier n'importe quoi, pour ne pas avoir à rester simplement là, présent, sans stimulation externe. Il repassait des conversations. Il faisait des listes. Il s'inquiétait de choses qui ne méritaient pas qu'on s'en inquiète à 6 heures du matin sur un trottoir désert. Et puis, progressivement, après quelques jours, quelque chose a changé. Le mental a commencé à se calmer. Pas complètement, il ne se calme jamais complètement, mais suffisamment. Et dans cet espace légèrement plus calme, quelque chose a commencé à remonter, des pensées différentes. Des pensées qui ne venaient pas de la liste des choses à faire ou des inquiétudes du moment, des pensées qui venaient d'ailleurs, de plus profond, des pensées sur ce que je voulais vraiment, sur ce qui me pesait vraiment, sur ce que j'aurais dit dans cette réunion si j'avais osé, sur ce que je ferais de ma vie si la peur n'avait pas le dernier mot. Ces pensées-là, ces murmures venus du fond, c'était ma voix, celle que j'avais appris à faire taire. Elle n'avait pas disparu. Elle attendait juste que je lui fasse de la place, les deux voix apprendre à les distinguer. Voici quelque chose d'important que tu dois comprendre pour ne pas te perdre dans cette exploration. Il n'y a pas qu'une voix en toi, il y en a deux. Et elles parlent souvent en même temps, avec une intensité similaire, et il faut apprendre à les distinguer parce que les confondre peut te mener dans la mauvaise direction. La première voix, c'est celle de la peur. On en a parlé dans le chapitre précédent. Elle est bruyante, urgente, convaincante. Elle parle toujours au futur ou au passé, jamais au présent. Elle anticipe les catastrophes ou ressasse les erreurs. Elle utilise des mots comme jamais, toujours,
tout le monde, personne. Elle généralise, elle dramatise, elle exagère. Et elle a une qualité particulièrement trompeuse. Elle sonne souvent comme de la sagesse. Elle semble raisonnable, posée, bien intentionnée. Elle te dit qu'elle te protège. Et parfois c'est vrai, mais souvent elle te paralyse. La deuxième voix, c'est celle du lion, ta voix profonde, celle qui sait. Elle est différente dans son ton, dans sa texture, dans la façon dont elle se présente. Elle est plus calme, plus ancrée dans le présent. Elle ne dramatise pas et n'anticipe pas de façon catastrophiste. Elle constate, elle observe, elle dit des choses simples, directes, souvent inconfortables, mais rarement terrifiantes. Elle dit « Cette situation ne me convient pas ». Elle dit « Je sais ce que je veux vraiment ». Elle dit « Il est temps de changer quelque chose ». Elle ne hurle pas « C'est pourquoi on l'a ». Rate si facilement. Elle parle à voix basse, avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait qu'il a raison et qui n'a pas besoin de crier pour le prouver. Et si tu apprenais à l'entendre, vraiment à l'entendre, elle te guiderait mieux que n'importe quel conseil extérieur. Quand tu as trahi ta voix, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Je veux que tu penses à un moment précis, concret, où tu as trahi ta voix, où tu savais ce qui était juste pour toi, où tu l'entendais clairement et où tu as quand même choisi de ne pas l'écouter, où tu as dit oui quand tu voulais dire non, où tu es resté quand tu devais partir, où tu t'es tu quand tu avais quelque chose d'essentiel à dire. Ce moment existe, il existe chez tout le monde. Et il n'est pas là pour te culpabiliser, la culpabilité est stérile, et je n'en veux pas dans ce livre. Il est là pour te montrer quelque chose d'important. Il est là pour te montrer que tu la connais, cette voix, que tu l'as entendue, que tu sais faire la différence entre elle et le bruit ambiant quand tu y prêtes attention, que le problème n'est pas l'absence de la voix, c'est le choix de ne pas la suivre. Et pourquoi tu ne l'as pas suivie ? Probablement parce que suivre ta voix avait un coût réel, concret, que tu as évalué et jugé trop élevé à ce moment-là. Décevoir quelqu'un, créer un conflit, perdre une sécurité, affronter l'inconnu. Ces coûts sont réels, et je ne vais pas te dire qu'ils ne le sont pas. Mais voilà ce qu'on ne calcule jamais vraiment dans cette équation, le coût de ne pas suivre ta voie. Ce coût-là est diffus, invisible, étalé dans le temps, et c'est précisément pour ça qu'on le sous-estime toujours. Il ressemble à une fatigue de fond qu'on n'arrive pas à expliquer, à un manque d'enthousiasme chronique pour sa propre vie, à ce sentiment sourd que quelque chose d'essentiel est passé à côté. Ces coups-là s'accumulent silencieusement pendant des années. Et un jour, ils se présentent tous en même temps, sous la forme d'une crise, d'un effondrement, d'un assez, prononcé dans un parking souterrain. Réapprendre à s'écouter maintenant. Retrouver sa voix n'est pas un événement. C'est une pratique, quotidienne, délibérée, progressive. Et elle commence par quelque chose de très simple que la plupart des gens ne font jamais vraiment. Ça commence par se poser une question honnête chaque jour. Pas comment je vais. Cette question sociale ne demande pas une vraie réponse, et tout le monde le sait. Une vraie question. Ce que je ressens vraiment en ce moment, pas ce que je devrais ressentir, pas ce qu'il serait raisonnable de ressentir ce que je ressens vraiment. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, que je ne me suis pas encore donné. Ce que ma voix essaie de me dire que je continue à ignorer. Ces questions paraissent simples, elles ne le sont pas. Parce qu'y répondre honnêtement demande de faire taire toutes les autres voix, celles des attentes, des obligations, des peurs suffisamment longtemps pour entendre ce qui est vrai. Il y a aussi quelque chose que j'appelle le test du corps. Parce que ta voix profonde ne parle pas seulement avec des mots, elle parle avec ton corps, et ton corps, contrairement à ton mental, ne sait pas mentir. Quand tu envisages un choix qui est juste pour toi, un choix aligné avec qui tu es vraiment, ton corps répond d'une certaine façon, une légèreté, une ouverture dans la poitrine, une énergie qui monte. Quand tu envisages un choix qui trahit ta voix, un compromis de trop,
Une capitulation déguisée en sagesse ton corps répond différemment. Une contraction, un poids dans l'estomac, une fatigue soudaine. Ces signaux sont réels, ils sont fiables. Et apprendre à les lire est une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer. Le premier rugissement dire une vérité. Je veux te laisser avec quelque chose de concret à faire avant de passer au chapitre suivant. Quelque chose de petit, mais de réel. Quelque chose qui commence à redonner sa place à ta voix dans ta vie quotidienne. Voilà ce que je te propose. Aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, dis une vérité que tu aurais normalement gardée pour toi. Pas nécessairement une grande vérité bouleversante, juste une. Quelque chose que tu penses et que tu ne dis généralement pas parce que c'est plus confortable de le garder pour toi. Une opinion que tu as retenue en réunion. Un ressenti que tu n'as pas partagé avec quelqu'un qui compte. Un besoin que tu n'as pas exprimé parce que tu ne voulais pas déranger. Dis-le, simplement. Sans t'excuser de l'avoir dit. Sans le minimiser avec un c'est peu, être juste moi, ou un dise-moi si je me trompe, préventif. Dis-le comme si tu avais le droit de le dire, parce que tu as le droit de le dire. Ce petit acte aussi anodin qu'il semble est le début de quelque chose. C'est le premier murmure du lion qui se réveille, et chaque vérité dite avec courage appelle la suivante. Chaque fois que tu honores ta voix, tu lui envoies un signal. Tu lui dis, tu comptes, tu as ta place ici, je t'écoute. Et progressivement, avec la régularité et la constance de quelqu'un qui arrose une plante qu'il a laissée se dessécher trop longtemps, elle reprend, elle se renforce. Elle parle plus clairement, plus souvent, avec plus de confiance, jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as plus besoin de faire un effort pour l'entendre. Elle est là, présente, claire, fiable, et tu ne peux plus imaginer vivre sans l'écouter. Ta voix est revenue. Elle a toujours été là. Maintenant que tu l'entends à nouveau, il est temps de faire quelque chose avec ce qu'elle te dit. Dans le prochain chapitre, on va parler de la puissance, cette force intérieure que tu as sous-estimée depuis trop longtemps et qu'il est temps de réclamer pleinement. Chapitre numéro 3. La puissance. Ce que tu as toujours eu sans le savoir. Arrête de chercher dehors ce qui a toujours été dedans. On t'a menti sur la puissance, pas forcément délibérément. Pas nécessairement avec de mauvaises intentions. Mais on t'a menti quand même. Et ce mensonge t'a coûté des années. On t'a appris que la puissance était quelque chose qui venait de l'extérieur. Quelque chose qui se mesurait en titres, en salaire, en reconnaissance sociale, en nombre de personnes qui t'écoutent ou t'admirent ou te suivent. Quelque chose que certains ont et que d'autres n'ont pas. Quelque chose qu'on conquiert, qu'on accumule, qu'on affiche, et toute ta vie, consciemment ou non, tu as couru après cette version-là de la puissance. Tu as cherché la validation qui prouverait que tu en as. Tu as attendu la promotion, la reconnaissance, le succès visible, qui te donnerait enfin le droit de te sentir puissant. Tu as regardé des gens qui semblaient l'avoir et tu t'es demandé ce qu'ils avaient que tu n'avais pas. Voilà ce qu'ils ont. Ils ont arrêté de chercher la puissance dehors. Ils l'ont trouvée dedans. Et cette puissance-là intérieure, ancrée, indépendante des circonstances et du regard des autres, est d'une nature fondamentalement différente de celle que la culture populaire te vend. Elle ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'accompagne pas nécessairement de succès spectaculaires ou de reconnaissance publique. Mais elle est infiniment plus solide, infiniment plus durable, infiniment plus réelle, parce qu'elle ne peut pas être retirée. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, ni de ce que les circonstances te donnent ou te reprennent. Elle est là, en toi, maintenant, telle que tu es, et elle l'a toujours été. La puissance n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi te dire ce que la vraie puissance n'est pas. La vraie puissance n'est pas l'absence de doute. Les gens les plus puissants que je connaisse doutent. Régulièrement, profondément, honnêtement.
mais ils ont appris à avancer avec le doute plutôt que d'attendre qu'ils disparaissent. La vraie puissance n'est pas la domination des autres. Vouloir écraser, contrôler, soumettre, c'est au contraire le signe d'une puissance intérieure défaillante qui cherche à se compenser par la force extérieure. Un lion qui rugit pour impressionner est différent d'un lion qui rugit parce que c'est sa nature. L'un cherche à convaincre les autres de sa force. L'autre n'a pas besoin de les convaincre. La vraie puissance n'est pas non plus l'invulnérabilité. Cette carapace que beaucoup d'hommes en particulier ont appris à construire autour d'eux ne jamais montrer la faiblesse, ne jamais admettre la douleur. Ne jamais demander de l'aide n'est pas de la puissance, c'est de la rigidité. Et la rigidité se brise. La vraie puissance est flexible. Elle peut accueillir la vulnérabilité sans s'effondrer. Elle peut reconnaître l'erreur sans se dissoudre. Elle peut demander de l'aide sans se sentir diminuée. Parce qu'elle sait que ces actes-là ne la réduisent pas, ils la renforcent. Alors qu'est-ce que c'est, la vraie puissance ? C'est la capacité de choisir ton comportement indépendamment de tes émotions du moment et de la pression extérieure. C'est la solidité intérieure qui te permet de rester toi-même quand tout autour de toi pousse à te transformer en quelqu'un d'autre. C'est la clarté sur tes valeurs et le courage de vivre en cohérence avec elles-mêmes quand c'est coûteux. C'est la capacité d'agir depuis un endroit de choix plutôt que de réaction. C'est ça, la puissance du lion, pas la force brute, la souveraineté intérieure. Le jour où j'ai compris ce que j'avais. Je vais te raconter le moment où j'ai compris ce que je viens de te décrire, pas dans un moment de triomphe, dans un moment de perte totale. J'avais tout perdu en apparence, le travail, la relation, une bonne partie de l'image que j'avais de moi-même. J'étais dans la période la plus sombre que j'ai traversée. Et un matin ordinaire, gris, sans rien de particulier, je me suis levé. Je me suis fait du café, je me suis assis à ma table, et j'ai réalisé quelque chose. Malgré tout ce qui s'était effondré autour de moi, il y avait quelque chose qui n'avait pas bougé, quelque chose de stable au fond, sous le chaos, sous la douleur, sous la confusion. Quelque chose qui était là, simplement là, qui n'avait pas été emporté par la tempête. Ce quelque chose, c'était moi. Pas le moi des titres et des rôles et des apparences. Moi. Ma capacité à penser, à ressentir, à choisir, à décider de ce que je voulais faire de ce moment présent, aussi difficile soit-il. Cette capacité, là, personne ne me l'avait retirée. Les circonstances ne pouvaient pas me la retirer. Elle était là, intacte, attendant que je la reconnaisse et que je décide de m'en servir. Et dans cette reconnaissance aussi fragile, provisoire qu'elle était ce matin-là, j'ai touché pour la première fois ce que j'appelle la vraie puissance. Non pas parce que tout allait bien, précisément parce que rien n'allait bien, et que j'étais encore là, encore debout, encore capable de choisir. Les trois piliers de la puissance intérieure. La puissance intérieure ne tombe pas du ciel, elle se construit. Sur trois piliers fondamentaux que j'ai identifiés au fil des années et qui reviennent systématiquement chez les gens qui la possèdent vraiment. Pas comme une théorie abstraite, comme une réalité vécue, incarnée, visible dans leurs choix quotidiens. Le premier pilier est la connaissance de soi. Pas la connaissance superficielle, savoir qu'on aime le café sans sucre ou qu'on préfère les vacances à la mer. La connaissance profonde. Savoir ce qui te fait vraiment vibrer et ce qui t'éteint. Savoir quelles sont tes valeurs réelles, pas celles que tu affiches, mais celles qui guident réellement tes choix. Savoir tes forces authentiques et tes angles morts. Savoir comment tu réagis sous pression et pourquoi. Cette connaissance-là est une forme de puissance extraordinaire, parce qu'elle te rend imprévisible pour ceux qui voudraient te manipuler et parfaitement prévisible pour toi-même. Tu ne te laisses plus surprendre par tes propres réactions. Tu te connais assez pour anticiper, pour ajuster, pour choisir plutôt que de réagir automatiquement. Le deuxième pilier est la responsabilité radicale.
Ce concept que beaucoup trouvent difficile à entendre et qui est pourtant une des choses les plus libératrices qu'on puisse intégrer. La responsabilité radicale, c'est décider délibérément, consciemment, que tu es responsable de ta vie. Pas de tout ce qui t'arrive, tu ne contrôles pas les circonstances, les autres, le monde, mais de ta réponse à tout ce qui t'arrive, de ce que tu fais, de ce que tu as, de la direction que tu choisis malgré les vents contraires. Cette posture transforme tout. Elle te fait passer de victime à acteur. Elle ne nie pas les injustices ou les difficultés, elle refuse simplement de leur donner le pouvoir de définir ce que tu deviens. Et cette décision "je suis responsable de ma vie" est en elle-même un acte de puissance extraordinaire. Le troisième pilier est la discipline comme liberté. Je sais que le mot discipline a une connotation de contrainte, d'effort, de sacrifice qui en rebute beaucoup. Mais voilà ce que j'ai compris sur la discipline en la vivant vraiment. La discipline n'est pas une prison. C'est exactement le contraire. La discipline est la structure qui te libère. Elle te libère de la tyrannie de tes humeurs, de ces jours où tu n'as pas envie, où tu es fatigué, où la motivation n'est pas au rendez-vous, et où sans discipline, tu ferais exactement ce que ta partie la plus paresseuse te suggère de faire. Elle te libère de la procrastination, de la dispersion, de cette sensation épuisante de courir dans tous les sens sans jamais vraiment avancer. Un lion discipliné dans sa chasse est infiniment plus efficace et plus libre qu'un lion qui court dans toutes les directions selon ses impulsions du moment. La discipline n'est pas l'ennemi de la liberté, elle en est la condition. Reprendre sa puissance les gestes concrets. Voici quelque chose que j'ai appris sur la puissance intérieure. On ne la retrouve pas en pensant différemment, on la retrouve en agissant différemment. Le changement de mindset suit le changement de comportement, pas l'inverse. Tu n'attends pas de te sentir puissant pour agir puissamment. Tu agis puissamment et progressivement, tu commences à te sentir puissant. Parce que chaque action cohérente avec la version de toi que tu veux être te fournit une preuve de plus que cette version existe et qu'elle est réelle. Voilà des gestes concrets. Tenir tes engagements envers toi-même. Pas envers les autres, ça tu le fais probablement déjà avec beaucoup de soin. Envers toi-même. Quand tu te dis que tu vas te lever tôt, tu te lèves tôt. Quand tu te dis que tu vas écrire, tu écris. Quand tu te dis que tu vas avoir cette conversation difficile, tu l'as. Chaque promesse tenue envers toi-même renforce quelque chose de fondamental dans ton rapport à toi-même. Elle dit à ton inconscient: je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Même moi, je peux compter sur moi. Et cette conviction-là est la base de toute puissance intérieure durable. Dire non avec clarté et sans culpabilité excessive. Le non est un acte de puissance. Pas d'agressivité, de clarté. Quand tu dis non à quelque chose qui ne te convient pas, tu dis oui à quelque chose qui compte vraiment. Chaque non dit depuis un endroit de clarté intérieure, plutôt que de peur ou de réaction, renforce ta capacité à te choisir. Et te choisir régulièrement, délibérément, sans s'excuser, c'est précisément ce que fait le lion. Prendre soin de ton corps comme d'un allié et non d'un outil. La puissance intérieure passe par le corps. Un corps fatigué, mal nourri, sédentaire, produit un mental fatigué, des émotions instables, une volonté affaiblie. Ce n'est pas une question de performance ou d'apparence. C'est une question de respect envers le véhicule de toute ta puissance. Bouger, dormir vraiment. Nourrir ton corps avec l'attention que tu donnes aux choses qui comptent. Ces gestes ne sont pas du narcissisme, ils sont de la responsabilité envers ta propre capacité à fonctionner à la hauteur de ce que tu veux accomplir. La puissance qui dérange. Je veux aborder quelque chose que peu de livres de développement personnel osent vraiment dire. Quand tu commences à retrouver ta puissance intérieure, quand tu commences à te tenir différemment, à parler différemment, à prendre ta place différemment, certaines personnes autour de toi vont être dérangées. Pas toutes, pas nécessairement celles que tu aimes le plus, mais certaines.
Et cette réaction peut être déstabilisante si tu n'y es pas préparé, si tu l'interprètes comme un signal que tu as fait quelque chose de mal. Voilà pourquoi ça se passe. Les gens qui t'entourent ont une image de toi, une image formée sur des années de comportements répétés, une image dans laquelle ta place est définie, tes réactions sont prévisibles, ton niveau de puissance est stable et rassurant. Quand tu changes, quand tu commences à prendre plus de place, à exprimer ta voix avec plus de clarté, à dire non là où tu disais toujours oui, cette image se fissure. Et certaines personnes, face à cette fissure, vont réagir. Parfois avec de la résistance subtile, parfois avec de la moquerie, parfois avec des tentatives de te ramener à qui tu étais. T'as changé, tu fais ton intéressant. Avant, tu n'étais pas comme ça. Ces réactions ne signifient pas que tu as tort. Elles signifient que tu changes vraiment. Et le changement réel dérange toujours quelqu'un. La puissance intérieure vraie ne cherche pas à écraser ses réactions. Elle n'entre pas en guerre avec elles. Elle les observe, elle les comprend, et elle continue son chemin. Parce qu'un lion n'a pas besoin que tout le monde approuve sa façon d'être un lion. Il lui suffit de l'être. Tu l'as toujours eu. Je veux finir ce chapitre en revenant à l'essentiel. À ce que j'ai dit au tout début et que je veux que tu emportes avec toi quand tu tourneras cette page. Tu n'as pas besoin d'acquérir la puissance. Tu n'as pas besoin de la conquérir ou de la mériter ou de prouver quoi que ce soit pour y avoir droit. Elle est déjà là. Elle a toujours été là. Sous les couches de peur, sous les années de silence, sous les compromis accumulés et les vérités avalées et les moments où tu as choisi le confort, plutôt que le courage, elle était là. Elle attendait. Avec la patience du lion qui sait qu'il est un lion même quand il est en cage, même quand personne autour de lui ne s'en souvient, même quand lui-même a commencé à en douter. Ce doute-là, ce moment où tu as cessé de te reconnaître comme quelqu'un de puissant, n'était pas la réalité, c'était une croyance. Une croyance construite dans des circonstances particulières, renforcée par des expériences douloureuses, répétées assez longtemps pour sembler vraies. Mais une croyance reste une croyance. Et une croyance peut se défaire. Elle peut être remplacée par quelque chose de plus vrai, de plus juste, de plus fidèle à ce que tu es réellement. Et ce processus a déjà commencé. Il a commencé au moment où tu as ouvert ce livre. Il continue à chaque page. Il s'accélère à chaque choix que tu fais en cohérence avec qui tu veux vraiment être. Le lion se souvient, lentement, mais sûrement. Il se souvient qu'il est un lion. La puissance est là. La voix est revenue. La peur est nommée. Maintenant vient la partie que beaucoup comprennent intellectuellement et que peu font vraiment, l'action. Dans le prochain chapitre, on va parler de comment transformer tout ce que tu sais en quelque chose que tu vis vraiment. Parce qu'un lion qui comprend qu'il est un lion sans jamais chasser n'est toujours qu'un lion en cage. Chapitre numéro 4. L'action. Le seul langage que le lion parle vraiment. Il y a une maladie silencieuse qui touche des millions de personnes qui s'intéressent au développement personnel. Une maladie qui ressemble à de la croissance, qui en a tous les attributs extérieurs, qui se nourrit des mêmes livres et des mêmes podcasts et des mêmes retraites de méditation, mais qui produit exactement le contraire de ce qu'elle prétend produire. Cette maladie s'appelle la paralysie par l'analyse. Et elle est particulièrement vicieuse parce qu'elle te donne l'impression d'avancer pendant que tu restes parfaitement immobile. Tu lis, tu comprends, tu prends des notes, tu fais des plans, tu identifies tes patterns, tu analyses tes blocages, tu visualises ta vie idéale avec une précision croissante. Et pendant tout ce temps, pendant toutes ces heures de compréhension intellectuelle parfaitement légitime, ta vie réelle, elle, n'a pas bougé d'un centimètre. Parce que la vie ne récompense pas la compréhension, elle récompense l'action. Pas l'action parfaite, pas l'action au bon moment, dans les bonnes conditions, avec le bon niveau de préparation. L'action imparfaite, hésitante, maladroite parfois, mais réelle, concrète, présente dans le monde.
une action qui existe en dehors de ta tête. Et cette distinction-là, entre ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans le monde, est la différence entre quelqu'un qui change sa vie et quelqu'un qui passe sa vie à se préparer à la changer. La vérité sur la motivation. On t'a menti sur la motivation. On t'a dit à travers des films, des discours inspirants, des success stories soigneusement construites que les gens qui agissent le font parce qu'ils sont motivés. Que la motivation précède l'action. Que tu dois d'abord te sentir prêt, inspiré, plein d'énergie et de certitude avant de pouvoir avancer. Et cette croyance-là peut être la plus grande excuse collective de l'histoire du développement humain, parce qu'elle te place dans une posture d'attente permanente. Tu attends la motivation. Tu attends le bon moment. Tu attends de te sentir prêt. Et le bon moment n'arrive jamais vraiment, parce que le bon moment n'existe pas, il se crée. Voilà ce que les neurosciences confirment et que les gens qui avancent ont compris d'une façon ou d'une autre. La motivation ne précède pas l'action, elle la suit. Tu n'agis pas parce que tu es motivé, tu deviens motivé parce que tu as agi. Le cerveau libère de la dopamine non pas à l'anticipation de l'action, mais à sa réalisation. Chaque petit pas accompli génère l'énergie nécessaire pour le pas suivant. C'est un cercle vertueux, mais il faut le démarrer. Et le démarrer demande précisément ce que la motivation seule ne peut pas te donner. La décision de commencer sans garantie de résultat, sans certitude d'être prêt, sans attendre que les conditions soient parfaites. Le lion ne attend pas d'avoir envie de chasser pour chasser. Il chasse parce que c'est ce que les lions font. Et dans l'acte de chasser dans cet engagement total, avec la réalité présente, quelque chose s'allume en lui qui rend la chasse suivante plus naturelle, plus fluide, plus instinctive. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Mon premier vrai pas. Après le parking, après la décision de ne plus subir, après les premières semaines de silence matinal et de reconnexion avec ma voix intérieure, est venu le moment où tout ça devait sortir de ma tête et entrer dans le monde réel. Et je vais te dire quelque chose d'honnête sur ce moment. Il était terrifiant, pas parce que le pas en lui-même était particulièrement risqué ou compliqué. Parce que faire un vrai pas, un pas irréversible, visible, concret, signifiait accepter de me soumettre au jugement de la réalité. Tant que tout restait dans ma tête, je pouvais maintenir l'illusion que j'étais capable de grandes choses. Le jour où j'agissais vraiment, je découvrirais peu être que je ne l'étais pas. Mon premier vrai pas a été une conversation. Une conversation que j'aurais dû avoir des mois plus tôt et que j'avais reportée avec une créativité remarquable depuis bien trop longtemps, avec mon responsable, celui de la réunion. Pas une confrontation agressive, pas un ultimatum. Une conversation honnête sur ce qui s'était passé, sur ce que j'attendais, sur ce qui devait changer pour que je puisse continuer à donner le meilleur de moi-même. Une conversation adulte entre deux adultes, simple en théorie. Terrifiante en pratique pour quelqu'un qui avait passé des années à éviter exactement ce type d'échange. J'ai préparé cette conversation pendant des jours. J'ai répété ce que j'allais dire. J'ai anticipé ses réponses. J'ai révisé mon approche 10 fois. Et puis, un matin, je me suis dit que si je me préparais encore une fois, ce serait une nouvelle façon de ne pas le faire. Alors, je suis allé frapper à sa porte. La conversation ne s'est pas passée exactement comme je l'avais prévu. Les conversations importantes ne se passent jamais exactement comme on les a prévues. Mais elle s'est passée. Elle a existé. Elle avait une réalité dans le monde que toutes mes préparations mentales n'avaient pas. Et quand je suis sorti de ce bureau, quelle que soit la façon dont ça s'était terminé, je me sentais différent. Pas parce que j'avais gagné quelque chose, parce que j'avais agi en accord avec ce que je savais être juste. Et ce sentiment-là, cette cohérence entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, est une forme de puissance que rien d'autre ne peut te donner. Pourquoi tu ne passes pas à l'action vraiment ? Je veux aller au-delà des explications de surface sur pourquoi les gens n'agissent pas. Au-delà du manque de temps,
du manque de ressources, du manque de conditions favorables, ces raisons qui sont parfois réelles, mais qui sont plus souvent des rationalisations élaborées pour une cause plus profonde. Voilà les vraies raisons, celles qu'on n'aime pas admettre parce qu'elles mettent le doigt exactement là où ça fait mal. La première vraie raison, c'est la peur du jugement. Tant que tu n'as pas agi, personne ne peut te juger sur ce que tu as fait. Le potentiel inexploité est à l'abri de toute critique. Mais dès que tu agis, dès que tu crées quelque chose, dis quelque chose, tentes quelque chose, tu t'exposes. Et s'exposer, c'est risquer d'être vu et jugé et peut être rejeté. Cette peur est si profondément humaine qu'elle est presque universelle. Et elle est particulièrement paralysante parce qu'elle se déguise si bien en perfectionnisme, en prudence, en j'attends le bon moment. La deuxième vraie raison, c'est l'identité. Tu as une image de toi-même. Une image construite sur des années de comportements répétés. Et cette image inclut peu être probablement des éléments qui ne correspondent pas à la personne qui agit avec courage et prend sa place. Je suis quelqu'un de timide. Je suis quelqu'un qui réfléchit plutôt qu'agit. Je suis quelqu'un qui ne prend pas de risques. Ces identités-là sont des cages. Et passer à l'action vraiment implique de te comporter différemment de ce que ton identité actuelle prescrit. Ce qui crée une tension inconfortable, une dissonance cognitive que le cerveau cherche naturellement à résoudre en revenant à l'identité familière plutôt qu'en changeant de comportement. La troisième vraie raison, c'est la confusion entre réflexion et action. Beaucoup de gens très intelligents, et peu être toi, ont appris que réfléchir est une forme d'agir. Canaliser, planifier, comprendre, c'est du travail réel qui mérite d'être valorisé. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais il y a un point au-delà duquel la réflexion supplémentaire ne produit plus de valeur additionnelle. Elle produit juste plus de confort dans l'inaction. Et franchir ce point passé de la réflexion à l'action même imparfaite est une décision que la réflexion seule ne peut pas produire. Le principe du premier, pas stupide. Je veux te donner un outil que j'utilise encore aujourd'hui chaque fois que je sens la paralysie s'installer. Je l'appelle le premier pas stupide. L'idée est simple. Quand tu es bloqué face à quelque chose que tu dois faire et que tu ne fais pas quelque chose qui te semble trop grand, trop risqué, trop compliqué pour être commencé, tu te poses une seule question. Quelle est l'action la plus petite, la plus simple, la plus stupidement évidente que je pourrais faire maintenant en direction de cette chose? Pas l'action parfaite, pas l'action qui va tout régler. L'action tellement petite qu'il serait presque ridicule de ne pas la faire. Et tu l'as fait. Maintenant, avant de te donner le temps de trouver une raison de ne pas la faire. Tu veux écrire un livre, tu ouvres un document et tu écris une phrase. N'importe laquelle. Tu veux changer de carrière, tu envoies un email à quelqu'un qui travaille dans le domaine qui t'intéresse. Tu veux améliorer ta santé, tu sors faire 10 minutes de marche. Tu veux avoir cette conversation difficile, tu envoies un message pour proposer un rendez-vous. Ces pas sont stupidement petits, c'est exactement leur force. Ils sont trop petits pour justifier la procrastination, trop concrets pour rester dans l'abstraction, et surtout ils existent dans le monde réel. Et une fois qu'ils existent dans le monde réel, ils appellent le pas suivant avec une énergie que aucune préparation mentale ne peut générer. L'audace comme habitude. Voilà quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et qui a changé fondamentalement ma façon d'aborder l'action. L'audace n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas quelque chose que certaines personnes ont naturellement et d'autres non. L'audace est une habitude. Elle se développe exactement comme toutes les autres habitudes par la répétition régulière dans le temps. Les gens qui semblent naturellement audacieux ne sont pas nés différents. Ils ont juste accumulé plus de preuves à travers des centaines de petits actes d'audace répétés que agir malgré la peur est possible et survivable et souvent récompensé. Leur seuil de tolérance à l'inconfort de l'action s'est élevé avec la pratique. Et le tien peut s'élever aussi. Comment ?
en te donnant une dose quotidienne d'inconfort volontaire. Pas un inconfort monumental, et héroïque, un inconfort gérable, régulier, intentionnel. Dis quelque chose que tu aurais normalement gardé pour toi. Fais une demande que tu aurais normalement évitée. Prends une décision que tu aurais normalement reportée. Occupe un espace que tu aurais normalement laissé aux autres. Chaque jour. Pas en faisant quelque chose de gigantesque. En faisant quelque chose de légèrement plus que ce que ton niveau de confort habituel te prescrirait. Et avec le temps, avec la constance et la régularité de quelqu'un qui sait que c'est un entraînement et non un test, ton niveau de confort s'élève. Ce qui te semblait audacieux hier devient ordinaire aujourd'hui. Et ce qui te semblait impossible avant-hier devient audacieux hier. C'est ainsi que les lions apprennent à rugir, pas d'un coup. Par pratique, ce que l'action révèle sur toi. Il y a quelque chose que l'action fait que la réflexion ne peut pas faire. Elle te révèle à toi-même d'une façon que rien d'autre ne peut égaler. Quand tu agis vraiment, concrètement, dans le monde réel, tu découvres des choses sur toi-même que des années d'introspection n'auraient pas pu te montrer. Tu découvres que tu es plus capable que tu ne le croyais, que tu es plus résilient que tu ne l'imaginais, que certaines peurs que tu portais depuis des années s'évaporent au contact de la réalité d'une façon qu'elles ne s'évaporaient pas dans ta tête. Mais tu découvres aussi tes véritables limites, celles qui sont réelles, pas celles qui sont imaginaires. Et cette connaissance-là, aussi inconfortable qu'elle soit parfois, est précieuse. Parce qu'une limite réelle peut être travaillée, contournée, acceptée. Une limite imaginaire ne fait que grandir dans l'obscurité de l'inaction. L'action est un miroir. Le miroir le plus honnête qui soit. Il ne te montre pas qui tu aimerais être. Il te montre qui tu es quand tu te mets vraiment en jeu. Et ce que tu vois dans ce miroir, même si ce n'est pas encore la version la plus accomplie de toi-même, est infiniment plus utile que l'image idéale que tu entretiens dans ta tête à l'abri de tout contact avec la réalité. Parce que c'est depuis ce qui est réel qu'on peut construire quelque chose de réel, pas depuis ce qui est imaginé. Une vie d'action, pas un acte héroïque. Je veux finir ce chapitre en démolissant une dernière idée fausse sur l'action. L'idée que l'action qui compte vraiment est spectaculaire, que changer sa vie implique un grand geste, une rupture dramatique, une décision héroïque qui fait tout basculer d'un coup. Cette idée-là maintient beaucoup de gens dans l'attente du moment parfait pour le grand saut, et le grand saut n'arrive jamais parce que la vie n'est pas un film, et que les grands moments de bascule sont presque toujours invisibles au moment où ils se produisent. La vie se change par accumulation, par la somme de petits choix répétés dans le temps avec une intention claire. Ce n'est pas le grand discours qui change une relation, c'est la 100e conversation honnête. Ce n'est pas la résolution du 1er janvier qui change une habitude, c'est le 250e matin où tu te lèves et tu l'as fait quand même. Ce n'est pas le moment de courage héroïque qui définit un caractère, c'est la régularité avec laquelle tu choisis l'honnêteté sur le confort dans les petites situations quotidiennes. Le lion ne devient pas un lion le jour d'une grande chasse spectaculaire. Il est un lion chaque jour dans la façon dont il occupe son territoire, dont il se tient, dont il se déplace, dont il est présent dans sa propre existence. C'est ça que je te demande, pas un grand geste. Une direction claire et des petits pas réguliers dans cette direction. Chaque jour, malgré la peur, malgré le doute, malgré les jours où l'envie n'est pas là. Chaque jour, un pas. Et ces pas-là, accumulés dans le temps, produiront quelque chose que tu ne peux pas encore voir depuis l'endroit où tu es, mais qui sera réel, indéniablement, incontestablement réel. Tu sais maintenant que la puissance est en toi. Tu as retrouvé ta voix, tu as nommé ta peur, et tu as commencé à agir. Il reste une dernière chose, la plus visible, la plus courageuse, la plus libératrice de toutes. Prendre ta place
toute ta place dans le monde, sans t'excuser, sans te rapetisser, avec tout ce que tu es. C'est ce dont on va parler dans le dernier chapitre. Chapitre numéro 5. Le rugissement. Prendre toute ta place sans t'excuser. Il y a une différence fondamentale entre être présent et occuper sa place. Tu peux être physiquement présent dans une pièce, dans une relation, dans une vie, et ne pas vraiment y être, te tenir en retrait, prendre le minimum d'espace possible, parler moins fort que ce que tu penses, te rendre plus petit que ce que tu es pour ne pas déranger, ne pas offenser, ne pas dépasser une limite invisible que personne n'a tracée explicitement, mais que tu respectes avec une précision d'orfèvre depuis des années. Cette façon d'être cette présence amputée, cette existence à mi-voix, elle a un nom. Elle s'appelle se rapetisser, et tu le fais probablement plus souvent que tu ne le réalises. Dans les réunions où tu retiens ton opinion, dans les relations où tu effaces tes besoins, dans les opportunités que tu laisses passer parce que tu ne te sens pas encore assez légitime pour les saisir. Dans tous ces moments où tu choisis l'invisible plutôt que le visible, le silence plutôt que la parole, le fond de la salle plutôt que le devant de la scène. Le rugissement dont je parle dans ce chapitre n'est pas un cri de guerre. Ce n'est pas de l'arrogance ou de la dominance ou de cette façon toxique qu'ont certains de prendre la place des autres en écrasant tout sur leur passage. Le rugissement est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant que ça. C'est simplement et profondément d'être pleinement toi-même, dans chaque espace que tu occupes, sans t'excuser d'être là, sans te rendre plus petit pour que les autres se sentent plus grands, sans attendre la permission de quelqu'un pour exister à ta pleine dimension. C'est ça, le rugissement. Et il est temps que tu l'apprennes. Comment on apprend à se rapetisser? Personne ne naît en se rapetissant. Observe un enfant de 2 ans. Il prend toute la place. Il exprime tout ce qu'il ressent avec une liberté totale et une absence complète d'autocensure. Il rit fort, il pleure fort. Il veut fort, il refuse fort. Il occupe l'espace avec la conviction naturelle de quelqu'un qui n'a pas encore appris à douter de sa légitimité à exister pleinement. Et puis, progressivement, au fil des années, des expériences, des messages reçus de l'environnement, il apprend. Il apprend que certaines expressions dérangent, que certaines vérités créent des conflits, que prendre trop de place attire des réactions négatives. Que se faire oublier est parfois plus sûr que se faire remarquer. Et il adapte, il module, il réduit, jusqu'à ce que se rapetisser devienne automatique, inconscient, si naturel qu'il ne le remarque même plus. Toi, tu as appris à te rapetisser dans des contextes particuliers, avec des gens particuliers, à des moments particuliers de ta vie. Peu, être dans une famille où l'expression émotionnelle était découragée. Peu, être dans une école où sortir du rang attirait les moqueries. Peu, être dans des relations où ta plénitude mettait l'autre mal à l'aise. Peu, être après un échec public qui t'a appris que se montrer coûte cher. Ces apprentissages avaient leur logique dans leur contexte. Ils te protégeaient de quelque chose de réel à ce moment-là, mais ce contexte a changé. Ces personnes ne sont peu, être plus là. Ces situations ne se reproduisent peu, être plus. Et pourtant, le réflexe reste. Le réflexe de te faire petit automatiquement dès que quelque chose en toi sent une opportunité de se montrer vraiment. Ce réflexe-là, cet automatisme du rapetissement, c'est ce qu'on va défaire dans ce chapitre. La légitimité, cette chose que tu attends et qui n'arrive jamais. Il y a quelque chose que j'observe chez presque tous ceux qui ont du mal à prendre leur place. Une attente. Une attente particulière, tenace, souvent inconsciente. L'attente d'être légitimé par quelqu'un d'autre, par une institution, par une expérience accumulée suffisante. Par un titre, un diplôme, une reconnaissance externe qui viendrait officiellement autoriser à prendre de la place, à parler fort, à s'affirmer.
quand j'aurai assez d'expérience, quand j'aurai prouvé que je mérite ma place, quand les gens m'auront reconnu comme compétent, quand j'aurai le titre qui correspond. Et en attendant cette légitimation qui n'arrive jamais vraiment, ou qui arrive mais est immédiatement remplacée par une nouvelle barre plus haute, tu restes en retrait, tu attends, tu prépares, tu accumules. Et ta vie se passe pendant que tu attends d'être autorisé à la vivre pleinement. Voilà ce que je veux que tu entendes clairement, une fois pour toutes. La légitimité ne vient pas de l'extérieur. Elle ne t'est pas accordée par quelqu'un d'autre. Elle se décide de l'intérieur. C'est un acte unilatéral, souverain, que toi seul peux faire. Tu décides que tu es légitime, pas parce que tu as tout prouvé, pas parce que tout le monde est d'accord, pas parce que tu n'as plus de doute. Tu décides que tu es légitime parce que tu es là, parce que tu as quelque chose à apporter, parce que ta perspective et ton expérience et ta façon unique de voir le monde ont de la valeur, même imparfaite, même incomplète, même encore en développement. Et cette décision-là, aussi simple qu'elle paraît, est un des actes de puissance les plus profonds qu'un être humain puisse accomplir. Occuper l'espace concrètement, prendre sa place n'est pas qu'une métaphore. C'est quelque chose qui se voit, qui se ressent, qui s'exprime dans des comportements très concrets et très quotidiens. La façon dont tu te tiens physiquement dans une pièce. La façon dont tu parles, le volume de ta voix, la certitude avec laquelle tu formules tes idées, la capacité à ne pas minimiser immédiatement ce que tu viens de dire avec un « enfin c'est juste mon opinion » ou un « dis-moi si je me trompe » préventif et servile. La façon dont tu entres dans une conversation en attendant qu'on t'y invite ou en t'y invitant toi-même. La façon dont tu défends une idée jusqu'au premier signe de résistance ou avec la constance de quelqu'un qui sait ce qu'il pense et pourquoi il le pense. Je veux te parler du corps parce que c'est souvent le premier endroit où le rapetissement s'exprime et le premier endroit depuis lequel on peut commencer à le défaire. La recherche en psychologie du comportement a montré quelque chose de fascinant et de contre-intuitif. La posture influence l'état mental autant que l'état mental influence la posture. Ce n'est pas juste que quand tu te sens puissant, tu te tiens droit, c'est aussi que quand tu te tiens droit, tu commences à te sentir plus puissant. Que quand tu occupes physiquement plus d'espace épaules ouvertes, tête haute, regard direct, ton cerveau reçoit des signaux qui modifient réellement ta chimie intérieure, ton niveau de confiance, ta capacité à t'affirmer. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la biologie, et c'est une porte d'entrée concrète, accessible, immédiate vers le rugissement. Alors voilà quelque chose de simple que je te propose de faire dès aujourd'hui. Remarque comment tu occupes physiquement l'espace dans tes différentes situations quotidiennes. Remarque si tu te fais petit les épaules rentrées, la voix basse, le regard qui évite. Et expérimente de faire autrement, pas de façon performative ou forcée, juste avec l'intention consciente d'occuper l'espace auquel tu as droit, de te tenir comme quelqu'un qui a sa place ici. Parce que tu as ta place ici, tu l'as toujours eue, tu avais juste oublié de le montrer, parler, vraiment parler. Il y a une forme de rapetissement qui se passe dans le langage et qu'on n'examine presque jamais parce qu'elle est tellement intégrée dans nos façons de communiquer qu'elle est devenue invisible. C'est le langage de l'auto-minimisation. Ces petites formules que tu glisses dans ta communication pour amortir l'impact de ce que tu dis, pour te protéger du jugement avant même qu'il arrive, pour signaler aux autres que tu n'es pas une menace, que tu ne prends pas trop de place, que tu es humble et accessible et non menaçant. C'est peu être une idée stupide, mais je ne suis pas expert, mais tu me diras si je me trompe. C'est juste mon avis. Je veux pas m'imposer. Mais chacune de ces formules, prises isolément, semble anodine, parfois même courtoise. Mais à force de les répéter, à force de systématiquement qualifier,
minimiser, relativiser ce que tu dis avant même de l'avoir dit, elles envoient un message clair à ton interlocuteur et à toi-même. Elles disent que tu n'es pas sûr de mériter d'être entendu, que tu t'excuses d'avance d'exister dans la conversation, que ton point de vue a besoin d'être protégé par des couches d'humilité préventive avant d'oser s'exposer. Et les gens te traitent en conséquence, pas parce qu'ils sont cruels, parce que nous traitons les autres en fonction des signaux qu'ils nous envoient sur la façon dont ils se voient eux-mêmes. Et c'est quelque chose. La prochaine fois que tu as quelque chose à dire, une idée, une opinion, une observation, dis-le sans le qualifier à l'avance. Juste dis-le, clairement, directement, sans les couches d'amortissement préventif. Observe ce qui se passe en toi quand tu le fais, cet inconfort initial, ce sentiment d'avoir pris trop de place, cette envie de rattraper avec une modestie de rattrapage. Reconnais cet inconfort comme le signal que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Et fais-le quand même, parce que ta voix, ta vraie voix, sans filtre et sans excuse, a de la valeur. Et il est temps que le monde l'entende, les relations et le rugissement. Prendre sa place change les relations. Je te l'ai dit dans le chapitre sur la puissance, et je veux y revenir ici parce que c'est peu, être l'endroit où le rugissement est le plus important et le plus difficile à la fois. Dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles, familiales, on établit très tôt des patères, des façons d'être ensemble qui se répètent et se renforcent et deviennent la norme de la relation. Et si ton pattern habituel est de te rapetisser, de toujours mettre les besoins de l'autre avant les tiens, de toujours céder dans les désaccords, de toujours te plier pour maintenir une harmonie qui n'est en réalité qu'une absence de conflit, alors changer ce pattern va créer de la turbulence. Certaines relations survivront à ta transformation et en sortiront même renforcées. Les relations avec des gens qui t'aiment vraiment, qui veulent que tu sois heureux, pas juste que tu sois commode, ces relations-là accueilleront ta plénitude avec joie. Elles respiraient aussi, peu, être, sous le poids d'une dynamique où tu n'étais pas vraiment là. D'autres relations résisteront. Celles qui étaient fondées, consciemment ou non, sur ton rapetissement. Celles où ton rôle implicite était d'être l'accommodant, le flexible, le disponible, et où toute déviation de ce rôle est vécue comme une trahison ou une agression. Et ces résistances-là seront douloureuses. Elles te feront peu être douté. Elles te feront peu être te demander si ça valait vraiment la peine de changer. Voilà ce que je te dis face à ce doute. Une relation dans laquelle tu dois te rapetisser pour être accepté n'est pas une relation, c'est un arrangement. Et un arrangement qui te coûte qui tu es n'est pas un arrangement qui mérite d'être maintenu à ce prix. Les gens qui méritent une place dans ta vie sont ceux qui veulent toi, le vrai toi, le plein toi, le toi qui rugit et qui prend sa place et qui dit ce qu'il pense. Et souvent, en devenant plus toi-même, tu attires précisément ces gens-là. Parce que l'authenticité appelle l'authenticité. Le lion authentique reconnaît les autres lions, et les moutons, eux, préfèrent les lions qui se déguisent en moutons, le rugissement au quotidien. Je veux être très concret sur ce que ça veut dire concrètement de rugir dans une vie ordinaire, parce que le rugissement n'est pas réservé aux grandes occasions. Il vit dans les petits moments du quotidien, avec une insistance et une régularité qui définissent progressivement qui tu es et comment le monde te traite. Rugir, c'est donner ton vrai avis quand on te demande ton avis, pas l'avis qui arrangera tout le monde, pas l'avis le moins susceptible de créer un désaccord, ton avis. Rugir, c'est demander ce dont tu as besoin dans une relation sans attendre que l'autre le devine et sans t'excuser de l'avoir demandé. Rugir, c'est défendre une idée en laquelle tu crois face à la résistance sans immédiatement capituler au premier signe de désaccord. Rugir, c'est dire non à ce qui ne te convient pas, avec clarté et sans les 10 couches de justification que tu t'imposes normalement pour rendre ton refus acceptable. Rugir, c'est prendre la parole quand tu as quelque chose à dire,
sans attendre qu'on t'y invite formellement. Rugir, c'est célébrer ce que tu fais bien sans immédiatement le minimiser par modestie réflexe. Rugir, c'est exister pleinement, honnêtement, courageusement dans chacun des espaces que ta vie t'offre. Ces actes-là semblent petits, ils ne le sont pas. Accumulés dans le temps, répétés avec constance, ils changent quelque chose de fondamental dans la façon dont tu te vois et dans la façon dont le monde te perçoit. Ils construisent progressivement l'image d'un homme ou d'une femme debout. Quelqu'un qui occupe sa place sans s'en excuser. Quelqu'un dont la présence se ressent vraiment quand il entre dans une pièce. Quelqu'un qui a trouvé, ou plutôt retrouvé son rugissement. Ce que le rugissement ne fait pas. Je veux finir ce chapitre en clarifiant quelque chose d'important pour que tu ne te trompes pas sur ce vers quoi tu tends. Le rugissement ne signifie pas ne jamais avoir de doute. Les lions doutent. Les êtres humains puissants doutent. Le doute est une partie normale et même saine de l'expérience humaine. Il empêche l'arrogance, il nourrit la remise en question, il maintient l'ouverture au changement. Ce que le rugissement change, c'est ta relation au doute. Tu ne le laisses plus décider à ta place. Tu l'écoutes, tu l'intègres et tu avances quand même. Le rugissement ne signifie pas non plus ne jamais te tromper. Tu te tromperas. Tu prendras des décisions qui s'avéreront mauvaises. Tu diras des choses que tu regretteras. Tu agiras de façon imparfaite dans des situations qui méritaient mieux. C'est inévitable pour tout être humain qui agit vraiment, qui prend des risques réels, qui s'engage réellement, qui vit vraiment. La différence entre celui qui rugit et celui qui ne le fait pas n'est pas l'absence d'erreur, c'est la façon de les vivre. Celui qui rugit assume. Il reconnaît l'erreur, il en tire ce qu'il y a à tirer, et il continue. Il ne s'effondre pas, il ne se dissout pas dans la culpabilité. Il apprend et il avance. Et le rugissement ne signifie surtout pas écraser les autres pour prendre ta place. La vraie puissance ne s'exprime jamais aux dépens de quelqu'un d'autre. Elle s'exprime en complément. Elle occupe l'espace qui lui revient sans envahir celui des autres. Elle parle fort sans étouffer les autres voix. Elle se tient droite sans pousser les autres à se courber. Le lion qui rugit vraiment n'a pas besoin de faire taire les autres. Il sait que son rugissement a assez de force pour exister par lui-même, sans avoir besoin d'écraser quoi que ce soit pour se faire entendre. Ton rugissement, celui qui t'appartient. Chaque lion a son rugissement, pas le même. Pas avec la même fréquence, la même intensité, la même façon de se manifester dans le monde. Le tien sera différent de celui de ton voisin, de ton collègue, de la personne dont tu admires la façon de prendre sa place. Et c'est exactement ce qu'il doit être. Parce que le rugissement authentique est celui qui vient de toi, de qui tu es vraiment, de ce que tu valorises vraiment, de la façon dont tu es fait pour être dans le monde. Pas une copie du rugissement de quelqu'un d'autre, le tien. Peut être que ton rugissement est discret, mais constant cette façon tranquille et inébranlable de te tenir dans ta vérité, quelle que soit la pression extérieure. Peut être qu'il est créatif, cette façon de t'exprimer à travers ce que tu crées avec une liberté et une authenticité qui ne demande plus la permission de personne. Peut être qu'il est relationnel, cette façon nouvelle d'être présent dans tes relations avec toute ta profondeur et toute ton honnêteté. Peut être qu'il est professionnel, cette façon de prendre ta place dans ton travail avec la certitude de celui qui sait ce qu'il vaut et ce qu'il apporte. Peut être qu'il est encore en train de trouver sa forme, encore hésitant, encore en apprentissage. C'est bien, laisse-le se chercher. Laisse-le se tromper. Laisse-le grandir. Ce qui compte, c'est qu'il soit réel, qu'il soit tien, et qu'il existe dans le monde plutôt que d'attendre, silencieux et comprimé, que tu lui donnes enfin la permission de sortir. Cette permission, la seule qui compte vraiment,
la seule que personne d'autre que toi ne peut te donner, tu peux la prendre maintenant. Tu peux décider maintenant que ton existence dans ce monde mérite d'être pleine, entière, audible, visible. Que tu as ta place, toute ta place, et que tu vas l'occuper, sans t'excuser, sans attendre, sans te rapetisser une seule fois de plus. Le lion s'est réveillé, il a retrouvé sa voix, il a réclamé sa puissance, il a commencé à agir, et maintenant il rugit. Il reste une dernière chose à faire ensemble, la conclusion. Et cette fois, comme dans tout ce livre, c'est toi qui es au centre, pas moi, toi, et ce que tu vas choisir de faire de maintenant. Conclusion. On est arrivé au bout, ou plutôt, et tu commences à connaître cette façon que j'ai de voir les choses, on est arrivé au début. Parce que tout ce qu'on a traversé ensemble dans ces pages n'avait qu'un seul objectif. Pas te donner des informations, pas te faire réfléchir confortablement depuis ton canapé, te remettre en mouvement, te rendre à toi-même, te rappeler ce que tu savais déjà et que les années avaient recouvert de silence et de compromis et de peur mal nommées. Tu te souviens du lion en cage, celui qui tourne en rond depuis si longtemps qu'il a oublié qu'il est un lion. Ce lion, on en a parlé depuis la première page. On a regardé sa cage. On a compris comment elle avait été construite. On a identifié les barreaux, la peur, le silence, la puissance oubliée, l'inaction, le rapetissement. Et on les a défaits un par un, pas parfaitement, pas définitivement, mais réellement. Ce qui a changé. Quelque chose a changé depuis que tu as ouvert ce livre. Peut être que tu ne le vois pas encore clairement. Peut être que ça ressemble encore à quelque chose de fragile, de provisoire, de pas tout à fait certain. C'est normal. Le changement réel ne s'annonce pas avec des trompettes. Il arrive doucement, profondément, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme le lion, qui se réveille pas d'un bond spectaculaire, mais avec cette lenteur puissante de quelque chose qui reprend conscience de ce qu'il est. Ce qui a changé, c'est que tu sais maintenant. Tu sais que la peur n'est pas une raison d'arrêter, c'est un signal que quelque chose d'important est en jeu. Tu sais que ta voix intérieure n'est pas une faiblesse à terre, c'est ta boussole la plus fiable. Tu sais que la puissance n'est pas quelque chose à conquérir dehors, elle t'attend dedans depuis toujours. Tu sais que l'action imparfaite vaut infiniment mieux que la réflexion parfaite et interminable. Et tu sais que prendre ta place, toute ta place, sans t'excuser, sans te rapetisser, n'est pas de l'arrogance. C'est de la responsabilité envers ce que tu es vraiment. On ne peut pas revenir en arrière sur ce qu'on sait. Et c'est précisément pour ça que je ne m'inquiète pas pour toi. Une dernière histoire. Un homme que je connais a passé 40 ans de sa vie à faire le tour de sa cage. Travail qu'il n'avait pas choisi. Relations dans lesquelles il s'était effacé. Opinions qu'il avait gardées pour lui. Rêves qu'il avait mis dans un tiroir en se disant que le moment n'était jamais vraiment le bon. Et puis un jour, il avait 52 ans, quelque chose s'est cassé. Pas dans sa vie, en lui, quelque chose qui refusait de continuer. Une voix qui disait, clairement et sans appel, assez. Il a eu peur, énormément peur. Changer à 52 ans lui semblait presque ridicule. Trop tard, trop compliqué, trop risqué. Et puis il a fait quelque chose de simple. Il a pris une décision, une seule, celle de ne plus demander la permission d'être lui-même. Et cette décision-là, prise un mardi matin ordinaire, dans une cuisine ordinaire, a tout changé. Pas du jour au lendemain, mais tout changé quand même. Aujourd'hui, cet homme rugit, pas fort, pas spectaculairement, mais vraiment. Et c'est infiniment plus précieux que tous les rugissements performatifs du monde. Il n'était pas trop tard pour lui, il n'est pas trop tard pour toi. Ce que je te demande, une seule chose, juste une. Ne referme pas ce livre et ne reprends pas exactement là où tu en étais avant de l'ouvrir. Fais quelque chose aujourd'hui, maintenant,
pas de main qui honore ce que tu as compris ici. Quelque chose de petit si tu veux. Dis une vérité que tu aurais retenue. Prends une décision que tu remettais à plus tard. Occupe un espace que tu avais laissé aux autres. Fais ce premier pas stupide vers quelque chose qui t'attend depuis trop longtemps. Ce geste-là, aussi modeste soit-il, sera la preuve que ces pages ont fait quelque chose de réel, qu'elles n'ont pas été juste lues, qu'elles ont été vécues, et puis continue, demain et après-demain. Avec la constance tranquille du lion qui sait qu'il est un lion et qui n'a plus besoin de le prouver à personne, juste de le vivre, chaque jour, dans chaque choix, dans chaque espace qu'il décide d'occuper pleinement. Le rugissement final. Le lion, en cage du début de ce livre, tu te souviens de lui? Celui qui avait oublié ce qu'il était. Celui qui tournait en rond depuis si longtemps que les barreaux lui semblaient faire partie du paysage naturel. Ce lion-là, il est encore en toi. Mais quelque chose a changé. La porte est ouverte. Elle la peut, être toujours été. Et maintenant tu le sais. La question n'est plus de savoir si tu peux sortir. La question est de savoir si tu choisis de le faire, si tu choisis de te lever, de t'étirer, de sentir sous tes pattes la terre réelle d'une vie qui t'appartient vraiment, et de rugir pas pour impressionner, pas pour dominer, pas pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, juste parce que c'est ce que tu es, juste parce que c'est ce que tu as toujours été, et parce qu'il est temps enfin, vraiment temps de te souvenir. Le lion ne demande pas la permission de rugir. Il rugit, c'est tout. Et maintenant c'est ton tour. Ceux qui ont choisi de ne plus subir ne sont pas nés différents. Ils ont juste décidé un jour ordinaire, sans fanfare ni révélation divine, que leur vie méritait mieux que leur silence. Nous arrivons à la fin de ce livre. Si certaines phrases t'ont dérangé, si certaines vérités t'ont obligé à te regarder en face, alors ne laisse pas cette prise de conscience s'arrêter ici. Avec Livre Académie, tu vas apprendre chaque jour à devenir meilleur. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, continue à te construire au lieu de subir, et si tu as réellement appris quelque chose aujourd'hui, écris simplement en commentaire « J'ai appris ». À très bientôt.